C'est votre rendez-vous de la 35e édition de la Coupe d'Afrique de Nations, CAN Inside. Et pour cette phase, mesdames et messieurs, nous mettrons l'accent sur les infrastructures. Oui, les infrastructures apprêtées par le royaume chérifien pour accueillir cette compétition, la plus grande de la Confédération africaine de football. Deux sommaires, deux thématiques pour ce numéro. La première, la Coupe d'Afrique de Nations passe par une phase évolutive en termes d'infrastructures sportives. Aujourd'hui, le Maroc le présente autrement. Est-ce la meilleure des éditions qu'un pays africain propose à la CAF? On le verra dans ce numéro. Il est dans le monde du sport depuis un moment. Ministre provincial de sport en 2017 dans le Haut-Katanga et puis ministre national de sport juste après. Aujourd'hui, les députés nationaux. Monsieur Serge Kondé-Chembo est notre invité. De quoi va-t-il parler tout au long de ce numéro? Vous le découvrirez. CAN Inside, c'est tout de suite. Plus que quelques heures nous séparent du go, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique de Nations, la plus grande compétition qu'organise la Confédération africaine de football. Et aujourd'hui, comme je le disais il y a peu, nous parlerons juste des infrastructures que le Maroc a présentées à la CAF. Avec moi sur ce plateau pour justement co-animer ce numéro, infrastructure de la CAN Maroc 2025, Christian Bokaya. Il est journaliste sportif évoluant à Télé 50. Monsieur Bokaya, bienvenue. Merci, Passion. Alors, avec nous, je le disais il y a peu, le ministre de Sport d'un moment, oui, au niveau provincial, mais également national. Aujourd'hui, député national, il n'a jamais quitté le siège de sport, raison pour laquelle il est avec nous sur ce plateau pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations dans CAN Inside. Monsieur Serge Kondé, bienvenue. Merci beaucoup, Patient. Merci, Christian. Et bonsoir à vous, les gars. Alors, ça fait un moment qu'on ne vous voit plus sur le plateau de télé pour parler sport. Qu'est-ce qui a fait que vous reveniez aujourd'hui? Ben, écoute, on est là. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation, d'avoir pensé à notre humble personne. Je salue tous les sportifs congolais, en commençant par le numéro 1 des sportifs, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je salue aussi tous les joueurs des Léopards, parce qu'on parle CAN, et à qui je souhaite une très très bonne chance à la CAN Maroc 2025. Donc je suis là. Député national et président du caucus. Chez nous, on a des langages au Parlement. C'est pour vous dire que je suis président du réseau des parlementaires sportifs en RDC. Quand on parle parlementaire, on voit les députés nationaux et sénateurs. Donc tous ceux qui sont dans le monde des sports, c'est nous qui chapeautons ce réseau au niveau du Parlement national. Alors d'entrée, qu'est-ce que les parlementaires ont prévu pour cette CAN? On est en pourparlers avec le ministre national des Sports, son Excellence Didier Boudimbou, que je salue en passant. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a la CAN, on a commencé depuis ma première législature, parce que nous sommes à notre deuxième législature. On a été élu en 2018 et on a été réélu aussi en 2023. En 2018, quand on était élu, en 2019, nous avons fait la CAN en Égypte. À l'époque, il y avait le ministre Papi Niango et on a eu à organiser un réseau de tous les sportifs, c'est-à-dire tous les anciens dirigeants ou nouveaux dirigeants sportifs, mais qui siègent à l'Assemblée. Les anciens sportifs, ceux qui ont pratiqué le sport, c'est-à-dire les boxeurs, les footballeurs, les basketteurs qui sont aujourd'hui députés. Et avec ce réseau-là, nous collaborons bien sûr avec le ministère national des Sports. Et chaque fois qu'il y a des grandes organisations, nous faisons partie de la délégation pour représenter notre Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors voilà, merci. Là, c'était votre mot d'entrée, monsieur Serge Kondé. On va vous garder pour prendre justement notre première rubrique qui est le terrain. Je le disais, le Maroc a prêté les infrastructures sportives, on va dire les meilleures, pour accueillir une édition de la Coupe d'Afrique des Nations aux allures d'une Coupe du Monde. 9 stades retenus, 6 villes pour accueillir les 52 matchs de la compétition qui se tiendra pendant près de 30 jours. Le Maroc offre-t-il à la CAF la meilleure des éditions de sa Coupe d'Afrique des Nations? Question Bokaya. D'entrée, je dirais oui. Parce que quand vous regardez le projet pharaonique présenté par le royaume chérifien, c'est, on va dire, indubitablement un projet qui tient à baliser déjà le terrain pour la Coupe du Monde 2030. On sait que le Maroc va co-organiser la Coupe du Monde 2030. Alors il faut passer un peu par l'essai. Et les essais, c'est bien sûr cette CAN. Cette CAN, on sait que, je crois que c'est pour la première fois, à moins que ma mémoire ne me trompe, qu'une CAN puisse se jouer au mois de décembre, mais également au mois de janvier. Ce sera une première CAN et le Maroc veut vraiment, on va dire, tenter l'expérience. Est-ce une meilleure CAN
Du point de vue logistique, il faut déjà dire oui. Contrairement à d'autres pays où on a à chaque fois reporté certaines éditions de la CAN, puisque le pays où les infrastructures construites n'y répondaient pas totalement aux exigences ou aux standards internationaux. Bref, avec le Maroc déjà, on sait qu'on ne sera pas déçu. Déjà, les amoureux du ballon rond savent qu'une fois au royaume chérifien, tout va bien se passer. Là, vous avez d'ailleurs cité les infrastructures construites, je parlais des infrastructures sportives, avec un coût très élevé. On va y arriver, justement. Et donc, bref, je pense que ça risque d'être une meilleure édition de la CAN, mais il faut contextualiser, parce que du point de vue logistique, économique, c'est qu'a proposé le Maroc, waouh, c'est top. Pouvons nous dire que cette organisation part de par l'influence du royaume, du continent européen sur le royaume chérifien? Oui, parce qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est vrai qu'il est en Afrique, mais regardez comment est-ce qu'il se comporte. S'il faut faire vraiment aller un peu au-delà des sports dans plusieurs domaines, le Marocain ne se comporte pas comme les Africains, ils ont une longueur d'avance. À l'époque, c'était l'Afrique du Nord qui semblait un tout petit peu dominer le débat sur les continents, mais depuis un temps, le Maroc a fait l'effort d'abord de se démarquer dans cette partie de l'Afrique. Alors, en copiant bien sûr les modèles européens, parce que depuis un temps, quand vous regardez ce que font le Marocain, c'est beaucoup plus calqué sur l'Espagne, le Portugal, bref. Du point de vue sportif, ce que fait le Maroc aujourd'hui, c'est vraiment l'Europe. La preuve, vous allez voir lors de la dernière édition de la Coupe du Monde, ils n'ont pas tremblé devant le Portugal, ils ont réussi à éjecter le Portugal. Bref, c'est une équipe ou c'est un pays, on va dire, c'est un royaume qui ne cesse d'impacter le monde. Et je pense que le Maroc a vraiment un mot à dire dans les concerts des nations. Alors, on a parlé de ces stades. Il y en a 9 au total dans 6 villes. Comment est-ce que ces stades se présentent-ils? Combien de places ont, comme ça, a été retenues pour le plus grand stade de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais également le plus petit stade de cette Coupe d'Afrique des Nations? On le découvre dans cet élément. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'annonce à pompe à quelques heures de son lancement et les infrastructures devront accueillir l'affiche complète, prête à vivre la meilleure de compétition de la Confédération africaine de football. Complexe sportif Prince Moulay Abdellaha Rabat. Avec plus de 69 000 places, le complexe sportif Prince Moulay reconstruit au même emplacement que l'ancienne version qui datait de 1983 a été inauguré le 4 septembre 2025. Le complexe a déjà abrité 2 événements prestigieux tels que la Coupe du monde de clubs et la CAN U23 en 2023. Stade Moulay El Hassan Rabat, baptisé sous le nom du fils du roi du Maroc, le stade Moulay El Hassan, d'une capacité de 22 000 spectateurs après le travaux de rénovation, accueillera le match d'ouverture de la CAN 2025 entre le Maroc et le Comores le 21 décembre. Stade olympique Rabat, annexe du complexe sportif Prince Moulay Abdellaha, avec seulement 21 000 places, le stade olympique de Rabat sera au contraire l'un des plus petits stades de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a été inauguré le 25 mai à l'occasion de la 16e édition du meeting international Mohamed VI d'athlétisme, 4e étape de la Ligue de Diamant. Stade Al-Bahri de Rabat, le 4e stade de Rabat qui accueille habituellement le match du Union Touareg Sport. Le stade Al-Bahri, après reconstruction, pourra accueillir 18 000 spectateurs. Il a été reconstruit sur le même emplacement que son site historique. Stade Adrar Agadir, construit en 2013, aussi appelé le Grand Stade d'Agadir, le stade Adrar accueille le rencontre à domicile du Hassania.
D'une capacité de plus de 41 000 places, le stade, dont les travaux ont été achevés en mai, accueillera 8 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Stade Mohamed V Casablanca, inauguré en 1955, le Stade Mohamed V est considéré comme un lieu historique du sport au Maroc. D'une capacité de plus de 45 000 spectateurs, il est le fief du Wydad AC et du Raja Casablanca, deux des meilleures équipes du pays, ainsi que de Lions de l'Atlas. Stade Ibn Battuta Tanger, avec une capacité de 75 000 places, ces stades figurent parmi les stades modernes du Maroc après les travaux de rénovation. Le stade Ibn Battuta, du nom du célèbre explorateur arabe, existe depuis 2011. Il a régulièrement accueilli deux rencontres délocalisées d'équipes européennes. Trophée de champion 2021, Supercoupe 2018 ainsi que la Coupe du monde de club 2022. Grand Stade de Marrakech. Le Grand Stade de Marrakech, inauguré en 2021, dispose d'une capacité d'environ 42 000 places. Situé en périphérie de la ville, il est déjà entièrement prêt pour accueillir la compétition. Stade de Fès, inauguré par un match amical le 6 juin dernier entre le Maroc et la Tunisie, le complexe sportif de Fès a une capacité de 35 500 places. Après la première phase de travaux pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une deuxième phase sera lancée afin de rendre le stade de Fès conforme aux normes FIFA en vue de la Coupe du Monde 2030. Alors, monsieur Serge Condé, on revient à vous. La CAN au Maroc, Christian Bourcaï l'a dit, pratiquement la meilleure de toutes les éditions qu'on a eu à proposer à la CAF. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Maroc est le modèle africain de la modernité? Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, le Maroc, je pense que c'est l'exemple pour toute l'Afrique. Moi, je pense que ça me rappelle l'Afrique du Sud, quand ils ont organisé la Coupe du Monde. En 2010, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont mis tout le moyen, ils ont mis tout le sérieux possible en construisant des infrastructures dignes de ce nom. Et on a vu que c'est tout le pays qui était mobilisé, commençant par le gouvernement, comme la population, bien sûr. Et on a vu une Coupe d'Afrique qui était vraiment réussie. Aujourd'hui, enfin, une Coupe du Monde, voulais-je dire, qui était une réussite. Donc, c'était vraiment une très bonne chose pour l'Afrique noire. Aujourd'hui, les Marocains, je pense qu'ils ont emboîté le pas de l'Afrique du Sud, en améliorant et en mettant vraiment un accent, c'est-à-dire en faisant mieux que ce que les Sud-Africains ont fait en 2010. Mais c'est pour vous dire que l'Afrique est en train de venir. Hein? Pourquoi pas la RDC aussi dans l'avenir? Parce que nous aussi, on a eu, quand nous sommes arrivés au gouvernement en 2021, il a plu au président de la République de nous demander de faire les états de lieu de tous les stades nationaux du pays. Et nous avons eu à... Vous vous rappelez, à cette époque, il n'y avait aucun stade pour les 2 345 000 km² qu'est la RDC, avec plus de 120 millions de sportifs, je peux dire. On n'avait aucun stade homologué CAF et FIFA. Et on était pendant une période très difficile, très compliquée de Covid. Et nous avons su travailler et faire homologuer le stade des Martyrs. En remplaçant la pelouse, bien sûr, on a fait tout le travail pratiquement. Et on a eu des visites de plusieurs inspecteurs de la FIFA et on a eu tous les certificats possibles. Aujourd'hui, le stade des Martyrs est passé du rouge à la côte verte. C'est vous dire que voilà, il y a eu quand même un travail qui a été fait. Et selon la volonté du gouvernement, bien sûr, nous avons piloté ce travail et ce n'était pas facile. Ce que les sportifs congolais devraient savoir, c'est qu'on était pendant une période très difficile et on a pu faire venir tous les matériaux en un temps record parce qu'il y a eu des négociations qui ont été faites. On a eu, bien sûr, à contacter beaucoup d'amis que nous avons par la diplomatie, bien sûr, du président de la République. Nous avons vu les grands décideurs du football mondial et africain. Notamment le président Montsepe nous a aidés.
Et on a vu aussi le président de la FIFA qui nous a aidés. On a eu beaucoup de recommandations. Et voilà, nous sommes arrivés à rénover le stade des Martyrs. Après cela, il fallait rénover tous les 6 stades nationaux qui existent et puis passer aux nouvelles infrastructures et arriver à préparer notre pays à des grands événements sportifs. Alors là, vous parlez de la réfection du stade des Martyrs, mais également voir comment on construire. Le Maroc, juste pour la CAN, a déboursé plus d'1,8 milliard d'euros, juste pour moderniser et construire les stades. Vous étiez ministre de Sport. Oui, vous venez de le dire. Vous venez de peindre d'ailleurs un tableau ici de comment est-ce que vous avez permis au Stade des Martyrs de répondre aux normes de la Fédération internationale de football et association. Quel est le budget alloué au sport? À combien de pourcents revient-il? Et combien de pourcents également est affecté aux infrastructures sportives, tant pour la modernisation que pour la construction? Il faudra qu'on améliore, parce qu'en tant que député, j'ai vu ce qu'on a donné au sport n'est pas suffisant. Et nous avons mis quand même un peu de retouches au niveau de la commission ECOFIN pour faire remonter un peu le budget au niveau du sport, parce que notre pays passe des moments assez compliqués, assez particuliers, avec la guerre à l'Est. On ne sait pas être trop exigeant dans les autres secteurs, dans les autres domaines, ce qui a fait que nous, les sportifs, nous sommes quand même un peu coincés, c'est-à-dire qu'on n'est pas à plus de 5% du budget national, ce qui fait qu'avec ce que nous avons, ben, écoutez, avec le temps, dès que la guerre s'arrête, on aura le temps de faire monter aussi le budget du sport et voir nos infrastructures aussi se développer et faire face aussi à tous les défis que nous avons au niveau d'Afrique et pourquoi pas au niveau du monde. Alors, vous avez parlé tantôt du Stade des Martyrs qui était, on va dire, dans une zone rouge. Et quand vous êtes arrivé, vous l'avez ramené dans une case verte. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes content pour un pays comme le Congo ou de voir un pays comme la RDC n'est disposé que d'un seul stade de l'État homologué, alors qu'il y en a beaucoup en province qui ne sont que dans des catégories B, dans des catégories C. Et sous votre mandat, on n'a pas pu construire de nouvelles infrastructures sportives. Moi, je pense qu'avant de parler construction, parlons d'abord rénovation. Parce que nous avons déjà des stades. Nous avons le stade Lumumba de Matadi, nous avons le stade Lumumba de Kisangani, nous avons le stade de l'unité de Goma, nous avons le stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, et puis nous avons le stade Tata Raphaël de Kinshasa. Donc déjà, nous avons plus le stade des Martyrs, nous avons 6 stades. Vous venez de parler de 9 stades au Maroc. Si on arrivait à rénover les 6 stades déjà, on sera en mesure d'organiser une CAN. Voilà. Donc avec la rénovation des 6 stades, on passe aux résolutions des États généraux des sports qui avaient été d'ailleurs demandées par le président de la République. Nous avons eu à tenir les États généraux des sports en 2022 à Mboula Lodge. Et dans les résolutions des États généraux des sports, vous allez trouver que c'est prévu au moins un stade par chef-lieu de province. Et aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Avoir 26 stades pour le Grand Congo, ce n'est pas un miracle. Je vais vous donner l'exemple du Bénin. Le Bénin a inauguré, sous le mandat de Patrice Talon, 22 stades homologués. Premier lot. Et ils sont passés au deuxième lot de 22 stades encore homologués, avec le ministre Oswald, un ami que je salue en passant, qui était ministre des Sports, qui n'est plus. Donc, vous voyez le petit Bénin qui fait homologuer 22 stades du coup. Le Madagascar, 40 stades. Un petit pays. Donc, avoir 26 stades au Congo, en RDC, ce n'est pas un miracle. Si on mettait au moins un stade par chaque chef-lieu de province, on en aura 26. Plus les 6 stades existants rénovés, ça va vous faire 32 stades. Donc avec 32 stades au Congo, je pense qu'on n'aura pas un pays qui fera face à nous. Donc ce sont des résolutions qui se retrouvent, ou ce sont des projets qui se trouvent dans les résolutions des États généraux des sports, que nous avons tenu à Mboula. Et nous sommes en train de travailler sur la loi sportive parce qu'on doit proposer à la session de mars quand nous retournons. Je suis porteur de la loi sportive, c'est-à-dire modifiant et complétant la loi numéro 11/023 du 11 décembre 2011. C'est la loi qui a toujours existé mais qu'il faudra modifier et compléter pour que le président promulgue et que l'on sensibilise la population à appliquer les résolutions des États généraux des sports. Afin de s'adapter justement aux nouvelles réalités. Bien sûr. Et dès que l'on s'adapte à ces nouvelles réalités, vous verrez que tous les problèmes,
Tous les maux dont souffre la République démocratique du Congo aujourd'hui sur le plan sportif sont dans les résolutions des États généraux des sports. Sur le plan marketing, sur le plan management, sur le plan sponsoring, tout est dedans. Mais l'application pose problème quand même. Aujourd'hui, on s'est dit, là je suis en face d'un ancien ministre des Sports, aujourd'hui député national. On se pose, enfin, on va dire, Serge Chimbon Condé est parmi les personnes qui doivent jouer une partition importante pour aider les pays, mais tout est au futur. Nous bâtirons, nous peuplerons, nous appliquerons. Aujourd'hui, je vais attendre le mois de mars. Bien sûr, aujourd'hui, je vous parle en tant que député national. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le gouvernement, il y a eu une cérémonie que vous connaissez qui s'appelle remise et reprise. Nous avons fait la très belle remise et reprise qui puisse exister en RDC avec mon grand frère Claude François Kaboulot, à qui j'ai remis tout un héritage, c'est-à-dire les résolutions des États généraux des sports. J'ai remis le projet à court terme qu'on avait eu à travailler au ministère, qu'on appelait Objectif 2024. 2022-2024. Ben oui, à l'époque, avant de passer aux résolutions des États généraux des sports, nous avions d'abord préparé ou prévu une porte de sortie, ce qui nous a amené à signer le nouvel entraîneur Sébastien Desabre, penser aux binationaux. Ça, c'était pratiquement une solution palliative en attendant que l'on applique les résolutions dont nous parlons ici avec vous, parce que l'application, comme vous le dites, ça va avec le temps. Vu l'état de guerre, tout ce que vous savez, le pays est vraiment en retard sur le plan infrastructure et tout ce que vous connaissez. Donc nous nous sommes dit qu'on commence quelque part pour soulager quand même la population. Quand nous sommes arrivés au gouvernement, on a trouvé l'entraîneur Hector Cooper, qui était un grand entraîneur de grande renommée. Et j'ai été aussi orienté par un grand frère, que je salue aussi. Je profite de cette émission pour le saluer. C'était le président de la FECOFA à l'époque, Constant Omar Isselemani, avec qui nous avons eu de très bonnes relations. Mais on avait l'objectif avec Cooper de faire qualifier le pays à la Coupe du Monde et aussi d'amener nos léopards à la CAN. Ça vous est resté un peu au travers de la gorge? Oui, bien sûr. Alors quand on commence avec Hector Cooper, on a travaillé jusqu'à arriver au dernier match de barrage contre le Maroc, qu'on a perdu 4-1 à Casablanca et un but partout, on en parlera, un but partout ici à Kinshasa. Vous voyez, après l'élimination, parce que là on voyait la Coupe du Monde à un pas. Dès qu'on est éliminé, c'est pratiquement la même configuration qu'aujourd'hui. Il y a eu une grande blessure, les joueurs étaient démoralisés, l'entraîneur lui-même qui me rassurait nuit et jour qu'on va jouer, on jouerait la Coupe du Monde. Quand on a perdu, ça n'a pas tenu. Quand nous retournons pour préparer maintenant l'équipe nationale à la CAN, on a perdu le premier match contre le Gabon. À domicile, les Gabonais qui sont arrivés en retard avec des pieds enflés sont arrivés à battre le Léopard au Stade des Martyrs. Le match qui suit, au Soudan, nous avons perdu par 2-0. Et nous avons eu à prendre une décision courageuse. À Kinshasa, 1-0 contre le Gabon. 0-1 contre le Gabon et puis 2-0 au Soudan. 2-1 contre le Soudan. Je crois que Bolingué a marqué. 2-1 contre le Soudan. Moi, je voyais mes deux buts là que j'ai encaissés. Donc le 1 là ne comptait pas pour moi à cette époque-là. On a perdu par 2-1 au Soudan. Et finalement, écoutez, je me suis dit, mais on va où? Prendre une décision courageuse, faire partir Hector Cooper et faire venir un jeune homme qui n'était pas connu dans le monde des sportifs congolais. Le président de la République m'a posé la question, mais monsieur le ministre, c'est qui? J'ai dit, j'ai un projet. Bonne chance. Avec la bénédiction du chef de l'État, nous avons signé Sébastien Desabre avec le projet maintenant de convaincre tous les binationaux. Parce que depuis mon enfance, moi je rêvais, quand je voyais des grands joueurs, comme, enfin pas l'enfance, c'est-à-dire que quand on voyait la CAN, la Coupe du Monde, voir des grands joueurs quitter l'Europe comme les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, venir jouer pour leur pays, pourquoi pas nous? Et nous, on a perdu beaucoup de générations comme ça, en commençant par les Claude Makelele, les Mandanda, les Christian Benteke, les Matuidi. Voilà. Et on se disait, voilà, les Romelu Lukaku. Alors je me disais, mais le jour que nous aurons aussi la chance d'avoir nos enfants qui ont évolué en Europe venir jouer pour les Léopards, en tout cas, ce sera une très bonne chose. Et j'ai travaillé sur ce projet avec Sébastien Desabre. Il est venu par 4-5 fois, je l'ai invité personnellement, on a échangé. Et il m'a promis, il m'a présenté un tableau. Tous les jours que vous voyez aujourd'hui là, moi je les avais sur l'ordinateur avec Desabre. C'était vraiment un projet.
et on a dû visiter les parents, les managers, parce que la plupart des managers sont des parents de ces enfants-là. Et voilà qu'aujourd'hui, ce que nous avons là, c'est juste pour soulager la population congolaise. Mais il ne faudra pas qu'on se limite à cette équipe nationale que nous voyons là des binationaux. Nous devons créer une fondation, c'est-à-dire commencer par des infrastructures et créer ou encadrer ou travailler sur les sports d'âge. Et c'est ce qu'il y a dans la résolution là, ou les résolutions de Objectif 2024. Mais de par ce que vous venez de dire, infrastructure et projet de développement, ça nous permet de passer à une autre rubrique, Inside Interview, et juste après on revient. On va réunir le monde ici dans quelques années. Il y aura une Coupe d'Afrique aussi bientôt ici au Maroc, mais il y aura beaucoup plus d'événements et de fêtes dans cet endroit. Ce stade, il est absolument magnifique. Je félicite tout le monde, tous ceux qui ont œuvré. Évidemment, tout part d'une vision de Sa Majesté qui donne l'impulsion et après le gouvernement, la fédération, la ville, la région, tous ceux qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui sont absolument exceptionnels. Ça, c'est un vrai bijou. Je me réjouis de venir ici, de revenir bientôt pour voir des matchs, pour profiter encore plus de cet endroit magique qui va nous rendre heureux. Moi, je suis heureux aujourd'hui et je suis vraiment content d'avoir fait cette visite. Voilà, nous revenons justement sur ce plateau pour prendre CAN Culture. Et là, on parlera développement. La question majeure est comment est-ce que le Maroc est-il parvenu à se surpasser jusqu'à atteindre ce niveau? Christian Boukaya, est-ce parce que la population, à un moment, a eu à mettre la pression sur le régime qui gère le Maroc depuis plus de 20 ans maintenant? Affirmatif. C'est une population qui a joué une partition, on va dire, très importante, en collaboration, bien sûr, avec les institutions. C'est vrai qu'au départ, les violents ne s'accordaient pas. Il y avait beaucoup de tensions entre les deux parties, population, institutions. Mais maintenant, ils ont su regarder dans la même direction. La preuve, vous voyez le Maroc dominer non seulement l'Afrique du Nord, mais le Maroc est en train d'imposer, on va dire, d'édicter le tempo sur l'Afrique. Vous allez voir que le Marocain utilise les sports aujourd'hui comme une arme diplomatique pour essayer un peu voilà, d'aller influencer le monde. Ils savent que quand ils ont regardé depuis un temps, ils ont accueilli la CAN féminine, il y a la cérémonie des CAF Awards organisée au Royaume chérifien. Il y a eu beaucoup d'activités organisées au Maroc. C'est vrai que l'Égypte est le siège, ou le Caire est bien sûr le siège de la Confédération africaine de football. Ça, ce n'est que sur papier. Mais en réalité, c'est Rabat qui est devenu, on va dire, la capitale africaine du football. Bref, le Maroc aujourd'hui, la population, les institutions ont su regarder dans la même direction pour essayer un peu voilà, d'influencer certaines décisions. Vous le savez autant que moi, dans la bataille diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, c'est bien sûr grâce au sport que les Marocains ont pu quand même avoir un peu cet ascendant. Voilà, dire nous sommes le Maroc. Rappelez-vous, lors du CHAN organisé en Algérie, les Algériens attendaient impatiemment la CAN en 2025. Et quelques mois plus tard, la CAF va désigner le Maroc, puisque la CAF a essayé bien sûr d'analyser, d'étudier tous les paramètres. Elle s'est dit bien sûr qu'avec une CAN au Maroc, elle va beaucoup vendre. Avec une CAN au Maroc, il y aura beaucoup d'entrées avec une CAN. Ça veut dire que le Maroc réunissait une certaine, on va dire... le Maroc répondait pratiquement aux critères. Réunissait à un certain critère, bien évidemment, pour accueillir cette grande compétition continentale. Bref, aujourd'hui, la population et les dirigeants ont su regarder dans la même direction, comme je le disais tantôt, pour voir c'est quoi l'intérêt général. Puisqu'aujourd'hui, au Maroc, quand vous y allez, il n'y a pas seulement le football, c'est vrai que ça reste le sport roi, mais vous allez voir que dans toutes les disciplines, ils savent combiner études, formation, sport. Ça veut dire tout va ensemble, question de permettre au royaume de pouvoir se développer. Et la preuve, regardez, quand ils sont venus chez nous lors du championnat d'Afrique de boxe, ils ont gagné, ils se sont taillés la part du lion. Pourquoi? Parce que ça se prépare au Maroc. Depuis un temps, d'ailleurs, le Maroc qui comptait organiser la CAN en 2015
avec toutes les complications. Avec Ebola, Oui, le toutes les complications. a existé, Toutes les c'est allé en Guinée complications. équatoriale, Ouais. et le Maroc a été frappé par la CAF à un moment. Et depuis lors, le Maroc n'a pas baissé le bras. Le Oui. Maroc C'est travaillait. pratiquement dans tout le quartier qui Voilà. a un terrain de football ou encore un centre d'entraînement pour d'autres disciplines, Ouais. ce qui fait que le développement en termes de sport Ouais. est pratiquement effectif. Et en République démocratique du Congo, les États généraux Ouais. prévoyaient. Je vous ai parlé du Bénin, bien sûr, parce que vous parlez de la préparation du pays et de l'engagement des nations. Le Bénin aujourd'hui est qualifié, je pense, à la Coupe du Monde. Non, pour Ils sont, la CAN Pour la plutôt. CAN. Pour la, Nous enfin, sommes- pour la Ouais, CAN. ils ont raté leur qualification Ouais. de justesse, on va dire, après le retrait des points de l'Afrique du Sud. Oui, alors, justement. Le Bénin n'a pas proposé Mais grand-chose. vous voyez d'où vient le Bénin et où est le Bénin aujourd'hui. Le Bénin que nous avons battu ici au Stade des Le Martyrs, Bénin qu'on a bâti ici au Stade des lors des Martyrs. éliminatoires du Mondial Je vous, 2022. je vous promets que dans les prochaines 10 années à venir, on parlera aussi du Bénin. Parce que je vous ai parlé de 22 stades homologués, c'est-à-dire c'est avec toutes les infrastructures dedans. C'est-à-dire il y a la formation des dirigeants, il y a les stades de football, il y a les mini-stadiums basket-hand, c'est-à-dire c'est tout qui va au même moment. Et on prépare, on forme les jeunes. C'est-à-dire on forme les jeunes à devenir des arbitres, à devenir des dirigeants sportifs, à devenir des arbitres, à devenir des footballeurs, des basketteurs, des handballeurs. C'est-à-dire c'est tout un package que le Bénin Ce a mis. package-là était également prévu lors des États généraux, je le disais il y a Bien peu. sûr, nous avons... nous avons- Permettez-moi de finir ma question. Package prévu lors des États généraux tenus en Amboula Lodge, que vous avez d'ailleurs conduit. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça aujourd'hui? Oui, quand je parle par exemple de l'exemple du pays comme le Bénin, d'ailleurs parmi mes invités en Amboula Lodge, j'avais le ministre des Sports du Bénin qui est venu nous présenter leur projet. Et tous les invités ou tous les participants avaient beaucoup aimé. Et nous avons pris quelques exemples aussi du Bénin. Dans ça, nous avons prévu aussi la préparation, surtout le sport d'âge. Parce qu'avec le sport d'âge, comme je vous ai dit, dans le projet Objectif 2024, qu'est-ce qu'on a mis? Nous nous sommes dit que la RDC, depuis qu'elle existe, depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais emporté une seule médaille. Je dis bien une médaille d'or depuis que la RDC existe. Avec nos 120 millions d'habitants, on a autant de sportifs. Le pays est pétri de beaucoup de talents. Et si on arrivait à encadrer ne fût-ce que 10 disciplines. Ah, vous parlez de quelle discipline précisément? Je parle de tennis de table, je parle de lawn tennis, je parle de football, je parle de la boxe, je parle de basketball, je parle de handball. Ce sont des disciplines qu'on a choisies comme ça. On met 10 et on commence à encadrer les enfants. Ce sont les enfants congolais que nous encadrons à partir de 13-14 ans, en collaboration avec, bien sûr, les ambassades que nous avons ici. C'était des contacts qu'on avait pris à l'époque. Arriver à sponsoriser ces enfants, les envoyer à l'étranger. Avec 10 disciplines, vous mettez par exemple 20 enfants par discipline, ça vous fait 200 enfants. Avec 200 enfants à qui vous payez par exemple 20 000 euros ou 30 000 euros chacun par an, vous faites fois 200, ça va vous donner un montant. Là, je ne parle pas du football seulement. Quand je parle de 10 disciplines, c'est-à-dire vous prenez 20 enfants. Vous pouvez m'aider si vous avez une machine. Vous faites 20 fois 20 000 euros. Ça vous fait plus ou moins 400 000. 400 000 euros pratiquement. 400 000 euros pratiquement. Si vous faites fois 10 disciplines, c'est 4 millions 4 millions de dollars. que vous dépensez par an pour 400 enfants, ou plutôt pour 200 enfants que vous envoyez à l'étranger en formation. Ils étudient en même temps, c'est-à-dire en collaboration avec les parents. Nous prenons nos enfants qui étudient et qui font le sport. On dit voilà, en Chine, on envoie les enfants qui vont faire par exemple le tennis de table. En Inde, et ainsi de suite. Parce qu'on n'a pas d'infrastructure. On pourrait le faire ici au pays, mais avec quelles infrastructures? Donc on envoie les enfants. Au bout de 4-5 ans, on aura des adultes que nous allons envoyer aux Jeux Olympiques qui ne vont pas se complexer. Et vous pensez que sur ces 200 enfants, sur ces 10 disciplines-là, on manquera ne fût-ce qu'une seule médaille? Je ne pense pas. On a des moyens. On peut mettre sur les enfants qui grandissent et que le jour qu'ils sont adultes, ils reviennent pour jouer au léopard basket, léopard football. Ils savent que c'est depuis que j'avais 12-13 ans que le pays payait les études, m'a payé la formation. Il reviendra et il ne sera pas capricieux. Il va se donner corps et âme pour se battre pour son pays. Et vous étiez ministre
là, j'ai l'impression que vous, après avoir quitté votre fauteuil, il y a pas mal d'idées hein, qui... non, les idées, je les ai. Dans votre tête. Bref, vous étiez ministre, on s'attendait peut-être à un nouveau départ. Hélas, vous étiez englouti par les systèmes congolais? Non, englouti, je ne pense pas. C'est un grand travail. Vous savez, le ministère des Sports en RDC, c'est un méga ministère. Il y a eu beaucoup de réformes qu'il fallait faire. Déjà, je vous dis que vous êtes nommé ministre national des Sports sans stade homologué. C'est comme si on vous nommait... vous devez commencer quelque part. C'est-à-dire, il y avait des choses. Moi, j'étais parmi les gens qui pouvaient même proposer à ce que le pays ne participe pas à des compétitions pour 1 année ou 2 ans, qu'on sèche, ne fût-ce que des saisons, pour préparer les infrastructures, préparer les athlètes et aller, même les jeux de la francophonie. Donc, on prépare une compétition, c'est pour la gagner. Mais vous avez vu, quand les étrangers sont venus, c'était une très belle organisation. Coup de chapeau, président de la République. Le pays a très bien organisé, mais sur le plan rendement, qu'est-ce que la RDC a présenté? Qu'est-ce que nous avons eu? Dans certaines disciplines, le Congo s'est quand même bien comporté. On parlera bien de sûr, on parle de lutte, mais ça devrait être plus que ça. Ça devrait être plus que ça. Mais si passion permet, aujourd'hui on a un président de la République qui aime beaucoup les sports. Ouais. Ça donne l'impression que, bon, faut parler un peu, prendre un peu le modèle marocain où on a parlé des institutions, parce que construire des infrastructures relève aussi de la politique nationale des sports. Mais aujourd'hui, vous avez un président de la République qui aime beaucoup les sports. Ça bloque à quel niveau? Ça me rappelle un peu votre bras de fer avec le ministre des Finances de l'époque. Le président donne des injonctions. Ouais. Arrivé chez vous, ça bloque. Et apparemment, il y a un système. Dans vos réponses, il y a beaucoup de non-dits. Dites-nous exactement, qu'est-ce qui vous a empêché, bien évidemment, d'appliquer à la lettre votre vision à la tête du ministère des Sports et Loisirs de la RDC? Justement, je rejoins votre question précédente. Ce qui manque aujourd'hui à la République démocratique du Congo de décoller sur le plan sportif, c'est justement la politique sportive qu'on n'a jamais eue. Et la politique sportive aujourd'hui, vous la retrouvez dans les résolutions des États généraux des sports. Donc le président de la République... dire que depuis Mbouela Lodj jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé parce que nous avons fait la remise et reprise. Il fallait que le ministre qui nous succédait propose, et non pas proposer, fasse un projet de loi. C'est-à-dire prenne les États généraux des sports et vienne les défendre à l'Assemblée. C'était le ministre Kaboulo. Alors il a pris les résolutions des États généraux des sports, il les a classées dans des tiroirs jusqu'à ce qu'il est parti. Parmi ces résolutions, il y a la professionnalisation des sports, financement et sponsoring. Ce qui fait vivre d'ailleurs le sport ailleurs, mais chez nous, il n'y a rien qui est mis en exergue. Il y a des lois qu'il faut voter. Justement. Il y a des lois qu'il faut voter pour appliquer le sponsoring dont vous parlez. On devra attendre du député Condé Chembo en mars de l'année prochaine cette loi pour que le Congo décolle finalement en matière sportive. Si l'honorable député Condé aujourd'hui prend la décision de faire la proposition de loi, parce qu'au niveau du gouvernement, ça ne bouge pas. Ce sont les résolutions que nous avons laissées au ministère des Sports. Vous comprenez? C'est-à-dire les lois sont proposées soit par les membres du gouvernement, soit par les députés que nous sommes. Donc le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, peut nous amener un projet de loi et nous le votons à l'Assemblée nationale. Et nous, en tant que députés, aussi, nous proposons des lois. Comme ça traîne au gouvernement, au niveau du gouvernement, nous, au niveau de l'Assemblée, nous allons proposer cette loi. Et on s'est dit que, voilà, au mois de mars, je travaille déjà. Si vous voyez M. Okito, que vous connaissez, l'ancien secrétaire général, Barthélémy Okito, l'ancien secrétaire général au sport, il est parmi les experts avec qui nous travaillons. Donc c'est toute une équipe qui travaille là-dessus pour arriver à faire du bon toilettage et présenter à la nation congolaise un outil qui va faire décoller notre sport en fin de compte. Alors, c'est pratiquement la dernière question pour clore cette émission. Vous travaillez déjà sur cette proposition de loi, encore sur cette loi sportive. Aujourd'hui, de manière concrète, partant de vos travaux, qu'est-ce qui manque à la RDC? Pensez-vous que vous aviez encore mieux à offrir lorsque vous êtes parti du ministère que vous pouvez offrir? Non, vous savez, nous, on a été ministre des Sports. C'était un mandat. Aujourd'hui, il y a un compatriote qui est là. C'est-à-dire c'est la continuité de l'État.
quand on fait la remise et reprise, ce n'est pas pour que l'on parte avec ces idées. C'est-à-dire là où on s'est arrêté. D'ailleurs, moi, je suis en très bon terme avec le ministre Didier Boudimbo. On parle, on collabore. Des fois, il me consulte, je le consulte aussi. Donc, ce n'est pas seulement ou nécessairement Serge Condé qui va apporter des solutions au sport de la RDC. Je ne parle pas de Serge Condé. Donc, milice ou des voilà. milices. Je parle de Serge Condé en tant que citoyen congolais. Oui, en tant que citoyen congolais, nous avons des idées. C'est pourquoi nous voudrions d'abord faire voter la loi sportive. OK. Voter la loi sportive, donner à la République démocratique du Congo cet outil dont elle a besoin pour que finalement, le président, après promulgation, bien sûr, on aura à sensibiliser les Congolais parce que c'est un problème aussi de sensibilisation. Aujourd'hui, vous avez parlé des infrastructures. Au Maroc, en Afrique du Sud, au Caire, partout, vous allez trouver des stades avec des caméras qui sont suspendues, sans protection. Mais les Marocains ou les autres Africains ne prennent pas ça chez eux. Mais au Stade des Martyrs, il suffit qu'un club perde face à un autre club, on arrache les sièges, on casse, les toilettes sont devenues impraticables. Donc ce civisme-là, il faut une grande sensibilisation et ce n'est pas la tâche au ministre des Sports, ni au président de la FECOFA, ni aux dirigeants sportifs que vous connaissez. C'est une tâche pour tous les Congolais et nous devons aimer le pays et on doit être très rigoureux par rapport à ça, savoir punir ceux qui s'amusent avec des infrastructures sportives dont on a besoin. Alors, c'est votre dernière réponse sur notre dernière question. On va vous dire merci, M. Serge Condé, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci également à Christian Bokaye d'avoir été avec nous pour, on va dire, conduire ce numéro de CAN Inside qui se clôture justement par cet appel au civisme sportif, mais également à l'application, on va dire, de ces résolutions des États généraux de sport afin de permettre à la République démocratique du Congo de décoller et pourquoi pas demain accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations que nous attendons tous, si pas 2029, peut-être les années d'après. On prend rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de nous avoir suivis.